Allez, donc commençons. Euh, Commençons par discuter des deux textes donc d'aujourd'hui. Donc le texte de Bourdieu sur l'illusion biographique et puis le texte de Céline Braconnier sur l'entretien collectif. Euh, bon, on est toujours dans des textes qui évoquent des recettes en quelque sorte, ou plutôt, enfin ou des recettes, oui, pour le texte de Céline Braconnier. Pour le texte de Bourdieu, c'est plutôt des pièges à éviter, des erreurs à commettre lorsque l'on mène un entretien. Donc, qu'est-ce que vous avez retenu de ces textes-là? Donc, si vous voulez, on peut commencer par le texte de Pierre Bourdieu sur l'illusion biographique. Qu'est-ce qui vous a inspiré ce texte? Donc, pas grand-chose apparemment, mais tout de même. Oui, oui. Oui, voilà. Donc, c'est pas une question d'honnêteté en fait, c'est une question de finalement du manque de conscience que peuvent avoir les acteurs à propos de leur propre histoire, effectivement. Et donc, quel est le piège à éviter quand on mène un entretien par rapport à ça? Qu'est-ce qu'il faut éviter de faire? Oui, Souvent, les personnes ont tendance à avoir un sens de cohérence à leur vie, c'est plus à la fin, alors qu'en fait, une personne n'a pas forcément de cohérence à la fin de sa vie, sa vie et sa vie. mhm, Du coup, tomber dans un peu une vision linéaire de la vie. ouais. Alors, le problème que ça pose, effectivement, c'est que la situation d'entretien peut finalement aboutir à la création de ce qu'on appelle, j'en avais parlé la semaine dernière, d'un artefact méthodologique, c'est-à-dire d'une totale reconstruction du discours qui n'a pas de réalité en soi, mais qui n'a de réalité que dans la situation d'enquête. Finalement, en fait, ce qui risque de se passer, c'est que, eh bien, vous interrogez une personne qui va vous raconter sa vie. Effectivement, elle va être tentée d'introduire de la cohérence, et de mettre en évidence une espèce de linéarité dans son parcours, euh, sans que cette linéarité soit réelle, sans, si vous voulez, qu'elle soit portée par ce qui s'est réellement passé dans la vie de cette personne-là, mais plus dans la tentation, en fait, de se conformer à une situation d'enquête. Ce que dit Bourdieu, finalement, c'est que les, euh, les personnes, quand vous les interrogez en situation d'entretien, elles viennent pas comme ça, sans a priori. Elles viennent toujours avec un a priori, c'est-à-dire euh, elles calquent des attendus à cette situation, qu'elles ont pu construire à partir d'autres situations plus ou moins similaires, comme par exemple les entretiens journalistiques ou euh, les entretiens qu'on peut passer lorsqu'on obtient, enfin, lorsqu'on veut obtenir un emploi ou encore des situations d'examen. Donc en fait, on se rappelle ce type de situation-là, on se dit, bon, ben, c'est comme ça que je dois me comporter dans une situation d'entretien. Et donc, on vient avec tous ces a priori-là qui vont orienter le discours. Et donc, l'un des pièges, effectivement, c'est que ce discours soit orienté de manière à réintroduire de la fausse cohérence dans la trajectoire individuelle telle qu'elle va être présentée par la personne. Et évidemment, là, le rôle de l'enquêteur, du chercheur, c'est d'essayer justement de, d'éviter ce type de discours linéaire. C'est d'essayer d'inviter les personnes auxquelles vous parlez de se montrer quelque part un peu réflexive par rapport à disons, à ces modes de présentation préconçus de leur propre parcours. Donc, c'est d'essayer de les amener à réfléchir finalement sur le contexte plus large dans lequel peut s'inscrire un événement ou une trajectoire de vie. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui vous ont attiré dans ce texte, en tout cas qui ont attiré votre attention dans ce texte?
Est-ce que ça vous a posé des difficultés particulières? Non? Oui, non? Oui. Du? Du non. Oui. Est-ce que quelqu'un a compris bonjour? Est-ce que quelqu'un a compris ce détour que fait Bourdieu? Est-ce qu'il y en a qui n'ont pas compris, effectivement, qui sont dans la même situation que votre camarade? Oui. Ouais, qu'est-ce qu'il veut dire, en fait, dans le passage sur le nom de famille? Et quel est le rapport entre le texte, du coup, et ce passage? Enfin, entre le propos du texte et ce passage. Oui. Mhm. Mhm. Bah, personne n'a compris? Ou, oui? Ouais? Oui? Oui, bah, en fait, c'est ça, hein, le sens du passage, hein, c'est de prendre comme exemple le patronyme, hein, le nom, en particulier le nom de famille, pour montrer finalement que c'est un outil que quelque part que la société nous impose, mais qu'on assimile aussi, hein, et qui sert à remettre de la cohérence, en fait, dans une trajectoire de vie qui est nécessairement incohérente. Alors, elle est nécessairement incohérente parce que elle est toujours faite, évidemment, de soubresauts. Ça, c'est la première raison. Elle est incohérente parce qu'en réalité, hein, ce que Bourdieu appelle les agents, hein, c'est-à-dire les individus, hein, n'ont pas forcément conscience, hein, lorsqu'ils agissent, euh, d'une cohérence entre différents types d'actes, entre différents types de rôles que l'on peut jouer dans la vie de tous les jours. Et troisièmement, parce qu'effectivement, une même personne, en réalité, elle est toujours plurielle, elle est toujours multiple. Il prend l'exemple de Dassault. Hein, et d'ailleurs, c'est dans ce passage, hein, sur le nom de famille. Dassault, c'est un nom de famille qui sert à qualifier une même personne, mais qui peut, par ailleurs, endosser, hein, selon les situations, des rôles sociaux complètement différents. Il peut être député, il peut être capitaine d'industrie, il peut être euh, mania de la presse, des médias, il peut être député, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. D'accord? Donc c'est ça, en fait, cette idée, c'est qu'en fait, la vie est truffée d'éléments, hein, qui incitent les agents, justement, les acteurs, à réintroduire de la cohérence là où il n'y en a pas. C'est toujours le même, en fait, le même type de raisonnement, hein, que prend Bourdieu. Il fait référence aussi au nouveau roman. Alors peut-être que ça, alors si vous avez certainement dû en entendre parler avant de ça, du nouveau roman. Ça vous dit quelque chose? Alain Robe Grillet, etc. Le nouveau roman, vous savez, c'était un mouvement dans les années, je crois, 60, 70, peut-être même avant, enfin en tout cas après-guerre, hein, justement qui consistait à dire que ben, la vie en soi est absurde, en fait. Euh, les histoires de vie, en fait, hein, les histoires romancées n'ont pas de sens. Donc on prend ça au sérieux et on crée quelque chose, un objet littéraire qui est nécessairement déstructuré. Si vous voulez, on rompt par exemple l'unité de la narration, le côté linéaire de la narration. Alors, sans que ça soit un représentant de ce mouvement littéraire-là, dans le texte de Bourdieu, il prend comme exemple le roman de Faulkner qui s'appelle Le bruit et la fureur. Vous l'avez lu ce roman ou pas? Non? Personne?
Bah, Bruit la Fureur, c'est en fait c'est un roman qui raconte en fait, je simplifie, mais qui raconte une même histoire, hein, si vous voulez, sous différents angles, en fait, différents à partir de visions de différents personnages. Et notamment le premier personnage, en fait, et c'est ce qui est très dérangeant en fait quand on commence à lire le roman. Le premier personnage, en fait, on ne le comprend pas de suite, mais finalement, on le comprend après quelques pages. C'est une personne qui est déficiente d'un point de vue mental, en fait, qui n'a pas toutes ses capacités mentales, en fait. Et donc, du coup, vous avez une espèce de récit complètement déstructuré, en fait, qui, qui, euh, qui met le lecteur assez mal à l'aise. Et en fait, Bourdieu prend cet exemple-là pour dire ben, qu'en réalité, la vie des acteurs se rapproche plus de ça, hein, que d'un récit complètement cohérent et complètement linéaire, en réalité. Et que du coup, ben, y a toujours une sensation de malaise de la part de l'enquêteur, hein, à se retrouver face à de l'incohérence, hein, face à des éléments qui vous semblent complètement incohérents, qui n'ont pas de lien entre eux. Enfin, moi, ça m'est arrivé plein de fois euh, avec des étudiants avec lesquels j'ai pu faire des entretiens, enfin, qui m'ont accompagné dans les entretiens, en fait, qui me disent non, mais là, en fait, ça n'a plus rien à voir, en fait, quoi. Là, la personne est en train de parler de quelque chose qui n'a plus rien à voir avec notre sujet. Et moi, je lui ai expliqué, mais si, il faut accepter ce type de moment-là, en fait. Il faut accepter finalement d'être mis à défaut dans un entretien. Alors, encore plus évidemment dans un entretien ethnographique, mais même dans un entretien semi-directif, il faut accepter finalement qu'il y ait à un moment donné une rupture dans la cohérence du discours. C'est-à-dire que même des éléments à côté, hein, peuvent vous servir de matériaux, hein, intéressants à analyser. Et du coup, voilà, le piège à éviter, c'est le piège inverse, en fait. C'est vouloir imposer à la personne qu'on interroge, hein, dans l'entretien, euh, de la cohérence, en fait. De la cohérence là où il n'y en a pas, nécessairement. Si vous voulez, enfin, je ne dis pas que le discours des gens est complètement incohérent, mais si vous voulez, on revient toujours à la même histoire, c'est-à-dire, il ne faut pas leur demander finalement d'adopter une vision absolument linéaire, hein, il ne faut pas leur demander finalement de vous présenter et de vous expliquer, de vous exposer des schémas de causalité bien établis, c'est-à-dire, ah, mais j'ai fait ça à cause de ça, et puis j'ai fait ceci à cause de ceci, et ainsi de suite, ainsi de suite. Ça, c'est le travail du chercheur, encore une fois. Et ce travail de chercheur, il ne faut pas l'imposer à la personne que l'on interroge, hein, mais c'est le travail d'analyse, hein, que l'on réalise après avoir réalisé l'entretien. Dans l'entretien, encore une fois, il ne faut pas essayer de remettre de la cohérence là où il n'y en a pas, au risque de créer des artefacts sociologiques. Est-ce qu'il y a des questions déjà par rapport à ça, et est-ce qu'il y a d'autres remarques sur le texte? Non? Alors c'était intéressant d'aborder ce texte-là parce qu'en fait, il fait le lien entre ce qu'on a vu la semaine dernière sur l'entretien de type ethnographique, puisque l'entretien de type ethnographique, je le répète, hein, l'idée c'est d'interroger quelqu'un, hein, sur la longue durée dans son contexte, disons dans son lieu de vie, hein, dans son contexte naturel, hein, euh, et justement de lui demander de retracer, hein, différentes étapes de son parcours, hein, de son expérience. Donc le texte de Bourdieu était intéressant par rapport à ça, lorsqu'on le met dans la perspective du texte de Stéphane Beau, hein, qu'on a vu la semaine dernière. Et puis en même temps, il fait aussi le lien avec le texte de Céline Braconnier, puisque Céline Braconnier propose une autre stratégie pour avoir accès au discours des individus dans un contexte finalement assez similaire, hein, dans un contexte où l'idée c'est d'interroger une personne dans son milieu naturel, c'est-à-dire d'aller mener un entretien sur site, hein, in situ, et en même temps d'essayer de développer une certaine logique longitudinale, hein, dans la démarche de recherche, c'est-à-dire de se dire que bien on va réaliser des entretiens avec les mêmes personnes, hein, un nombre assez important de fois, de manière à pouvoir, hein,
entrer dans leur expérience de manière assez fine, hein, en tout cas en détail. Alors, évidemment, donc c'est dans le titre c'est dans le titre de l'article, hein, Céline Braconnier. Alors Céline Braconnier, peut-être je vais dire deux mots sur qui elle est, puisqu'elle est moins connue évidemment que Pierre Bourdieu. Donc Céline Braconnier, donc elle est professeure des universités, donc c'est la directrice notamment de l'IEP de Saint-Germain-en-Laye, qui est le dernier des IEP. Vous savez ce que c'est un IEP? Un institut d'études politiques. Donc c'est le dernier des instituts d'études politiques créés. Hein, et Céline Braconnier, c'est une grande spécialiste. Hein, c'est une politiste. Hein, c'est une personne qui fait de la science politique. Et c'est une grande spécialiste des comportements électoraux, donc c'est-à-dire des pratiques de vote, de la participation électorale en général. Donc d'où la thématique de l'article, hein, puisque vous voyez que l'article porte sur une enquête qu'elle a menée il y a déjà plusieurs années, un peu plus de 15 ans maintenant, je crois, même d'ailleurs, enfin, plus de 15 ans, puisque le livre est paru en 2007, donc l'enquête a été menée avant. C'est une enquête qui a été menée dans un quartier de Saint-Denis qui s'appelle la Cité des Cosmonautes. Qu'elle a, la Cité des Cosmonautes, oui, parce que enfin, vous savez que dans la banlieue parisienne, c'est encore le cas, mais pendant très longtemps, les municipalités étaient communistes. Hein. Donc les noms des quartiers, les noms des grands ensembles faisaient référence à des, des, des moments de l'histoire soviétique ou des personnes, des personnalités de l'histoire soviétique. Par exemple, si vous allez à Ivry-sur-Seine, vous avez des cités qui s'appellent par exemple Yuri Gagarin ou Maurice Thorez, alors qui n'était pas soviétique, mais qui a été le premier secrétaire du Parti communiste français pendant très longtemps, hein, et qui est une des figures, par exemple, du Front populaire aussi. Donc, bon, citer des cosmonautes, ça fait référence effectivement à la conquête spatiale du côté russe. Et donc, bon, dans leur enquête donc, sur la cité des cosmonautes, qui est une cité finalement, ce qu'on appelle une cité sans fil, hein, en France, leur idée, c'était de travailler sur les rapports aux politiques, hein, les rapports au vote hein, dans ces quartiers populaires, dans des quartiers qui sont par ailleurs aussi des quartiers où la population est grande partie de la population est d'origine immigrée. Donc, quel est le rapport à la politique, quel est le rapport au vote hein, dans ces quartiers-là. Donc, d'où la thématique de l'article. Donc, l'article propose donc une méthodologie singulière en matière d'entretien. Ici, en fait, ce qui est proposé par Céline Braconnier, c'est de mener des entretiens non pas en face à face, c'est-à-dire elle le cite dans l'article. Est-ce que vous voyez, est-ce que vous avez une idée de ce que c'est? Elle le cite dans l'article. Hein, elle fait la distinction entre l'entretien collectif et cette méthode dont je voudrais parler. Non, ça vous dit rien? Les focus group. Hein, vous voyez ce que c'est? Est-ce que vous avez déjà entendu parler de focus group? Non? Alors, un focus group, en fait, c'est c'est une technique d'enquête. C'est une technique d'enquête qui consiste en fait à inviter des personnes choisies par le chercheur. C'est donc une technique d'enquête qui consiste à inviter des personnes choisies par le chercheur à venir discuter, débattre, à venir discuter ou débattre de sujets qui vont être définis hein, par le chercheur lui-même. Donc, ça consiste à inviter des personnes hein, à venir discuter ou débattre de sujets qui vont être définis par le chercheur lui-même. Alors, vous voyez la différence avec l'entretien collectif. L'entretien collectif, c'est je vais discuter, hein, je vais provoquer des entretiens avec des personnes dans leur propre milieu. Donc, vous voyez dans le texte de Céline Braconnier, par exemple, euh, elle réalise un entretien de groupe hein, avec quelques personnes à la sortie d'un bureau de vote. Et dans ce cas-là, c'est un des enquêtés qui provoque la situation d'enquête, c'est-à-dire que c'est un des enquêtés qui l'interpelle, et à partir de là, se met en place une situation d'entretien.
Dans le focus group, c'est un peu différent. Dans le focus group, par exemple, je vais placer une annonce, je ne sais pas moi, dans le journal, une liste de diffusion, etc., pour inviter des personnes à venir participer à une expérience scientifique. C'est ça un focus group. En fait. Je vais essayer de trouver des gens et leur demander de venir dans un contexte de laboratoire. Je mets entre guillemets laboratoire parce que on n'est pas dans un laboratoire en blouse blanche, mais par exemple dans une salle prévue à cet effet, une salle de réunion. Donc je vais réunir ces personnes-là, non pas dans leur milieu naturel, entre guillemets, mais dans un contexte dans un contexte de recherche, au sens du terme. Hein. La deuxième différence avec les focus group, c'est que vous voyez que la logique d'entretien de groupe, elle repose sur le fait que les personnes que l'on interroge simultanément sont des personnes qui se connaissent. L'idée ici, c'est de jouer sur l'interconnaissance. Donc, c'est d'interroger, par exemple, des conjoints ou d'interroger des membres d'une même famille ou encore interroger euh, des amis, etc. Donc, dans l'entretien collectif, l'idée, c'est donc de discuter, de créer une situation d'entretien avec des personnes qui se connaissent. Dans un focus group, alors il peut y avoir des exceptions. On pourrait, par exemple, demander à des gens d'une même famille de venir discuter de tel ou tel sujet, mais dans un focus group, la plupart du temps, on sélectionne des personnes qui ne se connaissent pas. On sélectionne des personnes qui ne se connaissent pas. Pourquoi? Bah, tout simplement parce que les objectifs du focus group ne sont pas les mêmes que ceux de l'entretien collectif dont on va parler dans quelques minutes. Dans un focus group, en fait, dans un focus group, moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir comment des personnes, une fois que je les lance sur un sujet donné, discutent entre elles. En fait, dans un focus group, le chercheur lui-même ne va pas jouer de rôle prépondérant. En fait, il va jouer le rôle d'un médiateur. Il va distribuer la parole. Éventuellement, bien sûr, il va prendre des notes. Alors, généralement, dans un focus group, on enregistre là, et on filme la situation d'enquête de manière après à pouvoir la réanalyser une fois que c'est fini. Hein. Mais dans le focus group, si vous voulez, l'enquêteur va distribuer la parole entre les gens. Et l'idée, c'est de voir finalement comment est-ce qu'ils discutent, comment ils interagissent entre eux. D'accord. Et du coup, après, analyser leur discours, analyser leur prise de parole dans un contexte très spécifique. D'accord. Dans un entretien collectif, évidemment, là, le but du jeu, c'est de mener un entretien. Donc, c'est-à-dire que toutes les règles dont on a parlé les semaines précédentes s'appliquent aussi à cette situation-là. Donc, dans un entretien collectif, on peut imaginer, par exemple, mener un entretien collectif de type semi-directif. Donc, c'est-à-dire avec une grille d'entretien, des questions précises, etc. Donc là, vous voyez, on ne joue pas le rôle d'un médiateur, en fait. Et pareil, dans une situation d'enquête ethnographique, en fait, le but du jeu, c'est toujours pareil, c'est-à-dire c'est de libérer la parole, d'être attentif à ce qui se dit et de relancer les personnes euh, sur des éléments particuliers de leur discours. Donc, vous voyez, on n'est pas exactement dans le même type d'exercice. On n'est pas exactement dans le même type d'exercice. Donc, personnes interrogées in situ et des personnes qui se connaissent. Et ça nous permet directement de différencier ce type de démarche avec la démarche très spécifique du focus group. Bon. Alors, maintenant, la question à poser, c'est pourquoi est-ce que on devrait faire ça? Pourquoi pratiquer un entretien collectif alors que finalement, on peut pratiquer des entretiens individuels, en fait, des entretiens en face à face, traditionnels. Alors, au-delà de l'argument qui serait un argument un peu économique, c'est-à-dire grosso modo, bah, ça me fait gagner du temps. Au lieu de faire deux entretiens, j'en fais un et j'interroge deux personnes au début. OK. Mais au-delà de ça, alors, qu'est-ce qu'elle nous dit, Céline Braconnier, des avantages associés à ce type de démarche? Oui. Après.
Ça permet du coup de voir comment une personne se situe aussi dans son environnement et par rapport à une personne autour. Et du coup, de mettre en relation l'inquiétude de faire qui a LGBT par rapport aux personnes autour et les interactions qui vont être. Je sais pas si dans les familles, du coup, tout le monde voit la même chose. C'est quand même un parti qui se ressemble aussi. Enfin, voilà. Et du coup, vraiment, partie, c'est intéressant et des choses. Oui, alors absolument. Alors ça, il faut essayer de remettre ça dans le contexte de ce qu'on dit depuis le départ. Euh, euh, on dit depuis le début que dans la situation d'entretien, il n'y a pas que l'énonciation du discours qui est importante. Il y a aussi le contexte. Hein. Essayer de comprendre dans quel contexte, quel est le contexte d'origine d'énonciation du discours. Une personne, quand elle part toujours à partir d'une position sociale. Hein. Elle part toujours à partir d'un contexte social donné. Bon, et bien là, effectivement, le premier avantage de l'entretien collectif, c'est de donner à voir concrètement comment une personne interagit avec son contexte social d'appartenance. Alors là, pour le coup, évidemment, ce n'est pas le contexte social en général, mais disons que ce sont des éléments de ce contexte. Et en l'occurrence, des proches, des amis, des membres de la famille, etc. Donc effectivement, oui, premier avantage de ce type d'entretien, c'est de révéler finalement les liens que l'individu entretient avec son contexte social d'appartenance. Et donc, du coup, ça donne des éléments de compréhension des discours que la personne peut produire. Alors, autre chose. Vous aviez le même. D'accord. Là, dans le texte, j'ai bien un exemple, une approche de peine qui ne sait pas parce que Oui. Alors, l'exemple qui est pris, l'exemple plus général qui est pris par Céline Braconnier, c'est que finalement, le caractère plus ou moins dissible d'un vote, hein, quand je dis, vous comprenez, quand je dis le caractère dissible d'un vote, hein, ça veut dire le fait qu'on puisse exprimer que l'on vote pour tel ou tel parti. En fait, ça, c'est très variable selon le contexte dans lequel on vit. Donc, par exemple, quand on fait des enquêtes, effectivement, on se rend compte que des gens qui votent à droite ont plus de facilité à le dire, à l'exprimer, y compris dans des enquêtes par questionnaire, finalement, hein, dans des milieux où c'est un vote qui apparaît comme légitime, c'est-à-dire soit parce que c'est un vote qui est très largement partagé à un moment T, et ça, on peut le mesurer, c'est-à-dire qu'on a les résultats électoraux, donc on sait que dans tel quartier, les gens votent très, très majoritairement à droite, par exemple. Donc ça peut être donc c'est légitime parce que c'est très majoritairement partagé, ou alors c'est légitime parce que ça fait partie d'une espèce de culture politique associée au quartier. Donc là, l'idée c'est pas de dire que les gens votent à droite à ce moment, à un moment T dans le quartier, c'est que historiquement, voilà, c'est un quartier où les gens ont plutôt tendance à voter à droite. Donc c'est plus facile de dire que l'on vote à droite dans ce type de contexte que dans des contextes, disons, opposés. Et ce qu'elle explique, c'est que, effectivement, dans les quartiers comme ça, où les gens non seulement occupent des positions sociales qui sont des positions sociales disons, difficiles, hein, populaires, et en même temps, ce sont des personnes qui sont issues de l'immigration. Donc là, vous avez un vote de droite, hein, euh, sans parler même du vote d'extrême droite. Hein. Le vote de droite, elle parle du vote UMP qui est assimilé à finalement un vote raciste, un vote d'extrême droite aussi. Bon, c'est à remettre aussi dans un contexte plus général. 2007, c'est 2007 et les années qui précèdent. Il y a les éléments, il y a les révoltes, les émeutes dans les banlieues. Il y a l'élection très clivante de Nicolas Sarkozy, etc., etc. Évidemment, ça se comprend dans ce contexte-là. Mais c'est vrai que effectivement, ces éléments de contexte sont très importants de ce point de vue-là, parce qu'ils déterminent en fait. Ce qui est intéressant dans cet exemple-là, c'est que ça montre en fait dans quelle mesure un contexte social peut déterminer la prise de parole ou pas.
Et encore une fois, ça c'est quelque chose de très clair quand on fait des enquêtes à la sortie des bureaux de vote. Selon le bureau de vote dans lequel vous vous trouvez, vous allez avoir par exemple un taux de non-réponse euh, plus ou moins élevé, notamment pour les votes de droite et d'extrême droite. En réalité, les votes de gauche, c'est assez lissé, c'est-à-dire que les gens de gauche répondent assez facilement aux enquêtes et ils, ils, ils disent assez facilement pour qui ils votent. En réalité. On est face à un comportement qui est perçu comme très légitime et très dissible, finalement. Mais finalement, c'est le vote de droite et plus encore, évidemment, d'extrême droite qui va varier selon les contextes sociaux. Donc là, on voit bien comment le contexte peut influencer la prise de parole. Et dans le cadre d'un entretien collectif, effectivement, alors, dans quelle mesure ça peut aider finalement dans quelle mesure l'entretien collectif peut faciliter la prise de parole? Oui, ouais, Poussés par ceux qui touchent la parole, parce qu'ils sont ensemble, ils se connaissent, et du coup, ils parlent. ouais. Effectivement, alors c'est un des arguments qu'elle utilise hein, et qu'elle dit que ça peut faciliter la prise de parole et notamment des personnes qui vont être le moins enclins à parler hein, naturellement parce qu'il y a ces effets d'entraînement qui peuvent jouer. Et en plus de ça, il y a ce qu'elle appelle le contexte rassurant, la pellicule protectrice. Hein, vous voyez, hein, le fait de faire un entretien avec quelqu'un qu'on connaît, ça met en confiance et ça aide à neutraliser quelque part les effets du contexte spécifique à la situation d'entretien. Oui, d'accord. Alors, bon, on peut prendre des exemples très concrets hein, de ça, hein, parce que ça, là, je sais pas, ça peut vous paraître abstrait, mais quand je dis que ça peut servir de pellicule protectrice, pardon, euh, rappelez-vous que, évidemment, le contexte d'entretien, c'est toujours une relation sociale. Donc, quand on est face à un enquêteur dont la présence peut paraître parfois intimidante, hein, et peut inhiber la prise de parole, bah, le fait qu'on soit deux ou trois en face de l'enquêteur, bah, finalement, ça peut aussi aider. Ça peut aider à minorer finalement le poids parfois un peu gênant de l'enquêteur. Ça le rend de suite moins menaçant. Oui, ouais. Et oui, alors là c'est intéressant parce on touche du doigt finalement une des limites aussi de ce type de démarche. Alors là, dans l'exemple que vous prenez, c'est intéressant parce que ça dit quelque chose finalement des normes de sociabilité qui peuvent exister dans une famille, donc en l'occurrence entre une mère et son fils. Et ça dit quelque chose finalement de ce qui est dissible entre proches et ce qui n'est pas dissible. Donc ça, c'est intéressant, effectivement. Ça donne du grain à moudre finalement à l'analyste. Mais en même temps, ça montre que eh bien, cette stratégie qui consiste à interroger des gens qui se connaissent, parfois, ça peut aussi avoir un effet pervers. C'est-à-dire que, certes, ça peut jouer comme une espèce d'écran protecteur par rapport au contexte plus général de la relation d'enquête, mais en même temps, euh, peut-être que les gens s'empêchent de parler justement parce qu'ils sont à côté de leurs proches. J'imagine que tous ici, vous avez des choses parfois que vous n'avez pas envie de dire, je ne sais pas, par exemple à vos parents ou à des amis. Donc, imagine une situation d'enquête où on vous interroge avec vos parents ou avec certains amis, ben, vous pourriez être gêné par rapport à certaines questions, justement, en raison de la présence du proche. Hein. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que, si vous voulez, il y a un côté un peu idéaliste, en fait, dans l'article de Céline Braconnier, et ces biais-là, finalement, ils sont bon, on les voit apparaître, mais de manière un peu implicite en fait dans l'article. Ils sont pas véritablement exposés et analysés, mais ils existent tout de même.
ils existent tout de même. Alors, l'une des façons de faire, et à mon avis, ce qui est important à retenir si on s'intéresse à ce type de démarche, c'est que, encore une fois, je pense que les entretiens de groupe peuvent être hyper intéressants à mener, mais dans la mesure où ils sont pensés en articulation avec des entretiens individuels. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez fait votre entretien de groupe, je pense qu'il est important d'aller mener des entretiens. Alors, pas nécessairement, tout dépend le groupe que vous interrogez. Parfois, c'est pas. Imaginez que là, vous avez beaucoup de chance, comme Céline Braconnier et son collègue Jean-Yves Parmagin, vous êtes à la sortie d'un bureau de vote et que les gens viennent vous voir pour vous parler. Bon. Et là, vous retrouvez à faire un entretien avec 5 ou 6 personnes. Et en plus de ça, ça dure longtemps, parce que dans l'exemple qu'elle donne, ça dure 46 minutes. Donc, vous avez beaucoup de chance. Bon. Ben, en réalité, pour tirer des conclusions plus larges de ce type de situation, de ce type d'entretien, il serait bien d'aller mener des entretiens individualisés avec au moins certaines des personnes qui composent ce groupe. Parce que ça vous dit quelque chose de la spécificité. Évidemment, vous voyez par exemple dans l'exemple que j'évoque, eh bien, la discussion, elle est toujours menée, elle est toujours rythmée par un meneur, par la présence de quelqu'un qui joue le rôle de leader. Bon, ben, une des premières questions à se poser, c'est ben, qu'est-ce que diraient les autres une fois que cette personne n'est plus là, en fait. Si j'enlève cette personne, quel va être leur discours? Donc, si vous voulez, voilà, si vous menez pas un entretien par ailleurs, vous changez, vous faites changer, vous modifiez un peu les paramètres en fait de la relation d'enquête, c'est très difficile d'en tirer des conclusions générales. Donc, c'est hyper intéressant effectivement de mener des entretiens de groupe, mais toujours dans la mesure où vous avez la possibilité de les coupler, de les articuler avec des entretiens en face à face plus traditionnels. Est-ce qu'il y a d'autres réactions? Non? Pas de questions supplémentaires? Ça vous semble clair? C'est pas difficile? Oui. Ok, allez, on passe directement au suivi des groupes, comme ça je prends un peu de temps supplémentaire.